Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée à la troisième partie du chapitre 6 du cours Éthique, Sciences, Histoire, Société. Dans ce chapitre, nous allons aborder les relations entre l'éthique et la science, plus précisément la question du contrôle éthique des innovations scientifiques, et ça nous donnera l'occasion d'aborder la question de qu'est-ce que l'éthique. Donc la nécessité d'un contrôle éthique de la production des connaissances et des innovations techniques s'est progressivement imposée dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc l'expérimentation animale et les études cliniques sont à présent soumises à une réglementation stricte. Donc je vous renvoie au chapitre sur la déontologie. Certaines innovations, c'est clair également, peuvent avoir des impacts sociétaux négatifs. Donc citons les armes nucléaires, les CFC qui s'attaquent à la couche d'ozone, toute une série de polluants. Et il faut également souligner que la perception de la recherche scientifique comme un service public a conduit à penser qu'elle doit rendre des comptes aux citoyens, et donc produire des connaissances et des innovations qui répondent à leurs attentes. Donc là, je vous renvoie au concept de triple hélice dont j'ai déjà parlé. Donc, actuellement, la production de connaissances et d'innovations est soumise à des contrôles éthiques à de nombreux niveaux, mais principalement au sein des universités. Donc, actuellement, le contrôle éthique a lieu principalement au niveau du financement des projets de recherche. Donc, il existe un contrôle éthique des sujets financés. On va avoir une analyse éthique des projets de recherche soumis par les scientifiques aux instances qui peuvent financer ces projets. On va avoir également un contrôle éthique des pratiques en recherche dans les universités ou dans les entreprises privées. Donc par exemple, l'expérimentation animale, les études cliniques subiront un contrôle éthique. Et on a également un contrôle éthique en principe au niveau des entreprises. Alors au niveau des universités, les deux grands principes sont le respect des traités et ce qu'on appelle la régulation dual use. Donc, au niveau des traités internationaux, les universités doivent respecter le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la convention sur les armes biologiques et la convention sur les armes chimiques, qui interdisent le développement, la recherche et la diffusion des technologies susceptibles de conduire à la fabrication d'armes de destruction massive. Il existe également ce qu'on appelle une régulation dual use, c'est-à-dire sur la recherche à double usage. Donc ça désigne des technologies pouvant être utilisées à des fins civiles et militaires ou à des fins bénéfiques ou malveillantes. Donc en Europe, cette réglementation a commencé à être formellement envisagée dans les universités et les instituts de recherche dans les années 2000. Et en 2009, l'Union européenne a incité les universités européennes à intégrer ces considérations dans leurs pratiques de recherche, ce qui a conduit à la création de comités d'éthique chargés d'évaluer les risques de double usage dans les universités. Alors au niveau des entreprises, les choses sont beaucoup moins nettes et extrêmement variables en fonction des pays. Donc je vais me contenter ici de brièvement résumer ce que dit la doctrine libérale en matière de responsabilité des entreprises. Et pour ça, le prix Nobel d'économie Milton Friedman, qui est une référence sur la question, est vraiment très clair. Donc pour lui, la doctrine de la responsabilité sociale des entreprises implique l'acceptation d'une vision socialiste, c'est-à-dire de l'idée que ce sont des mécanismes politiques et pas les mécanismes du marché qui seraient appropriés pour déterminer l'allocation des ressources. Donc pour Milton Friedman, dans une société libre, c'est-à-dire une société libérale, il y a une seule et unique responsabilité sociale des entreprises. C'est le fait d'utiliser les ressources et d'engager tous les moyens disponibles pour augmenter les profits. Donc, c'est le titre de son article qui résume entre guillemets ce principe. La responsabilité sociale du business, c'est d'augmenter les profits.
Donc il est très clair que dans la doctrine libérale, en tout cas la doctrine libérale qui pourrait être qualifiée de néolibérale, radicale, il n'y a pas de responsabilité d'entreprise en termes éthiques. Alors de manière très générale, il faut souligner qu'il y a plusieurs obstacles très importants à une régulation éthique des connaissances scientifiques et des innovations technologiques. Bon, tout d'abord, on ne peut pas entièrement anticiper les résultats d'un projet de recherche. Ça, c'est une évidence. Un projet de recherche vise à découvrir des choses. On ne peut qu'imaginer ce qu'on va découvrir. Donc, imaginez qu'on peut bloquer des projets de recherche qui aboutiraient à des résultats qui seraient problématiques, c'est assez illusoire. Alors, les effets sociétaux d'une innovation, qu'elle soit organisationnelle ou technologique, ne sont pas forcément anticipables. Donc c'est très difficile aussi d'évaluer si une innovation doit être bloquée ou pas. Alors en pratique, la législation est très variable suivant les pays, particulièrement pour les entreprises. Donc il est très difficile de bloquer au niveau global, au niveau mondial, une innovation, sachant qu'il est toujours possible pour une entreprise de délocaliser ses recherches dans un pays où cette recherche ne sera pas soumise à un encadrement éthique. Et la compétition entre les entreprises ne favorise évidemment pas le contrôle éthique des innovations. Parce que tout contrôle de l'innovation peut risquer de défavoriser une entreprise dans cette compétition. Il y a également le problème que dans les sociétés modernes libérales qui favorisent une pluralité de valeurs, il est très difficile de trouver un consensus éthique sur un sujet. Ce qui est désirable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc même s'il est clair qu'il est important de réguler de manière éthique la production des connaissances et la production des innovations, c'est une tâche qui est extrêmement ardue en pratique. Donc ça nous mène à une question qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce que l'éthique? Donc éthique, ethos en grec signifie habitude, mœurs. Donc c'est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux. Donc on peut distinguer l'éthique de la morale. La morale, ce sera ce qu'on appelle un impératif catégorique, normatif. Donc elle dit ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Elle est indispensable à la vie sociale. L'éthique, par contre, c'est un impératif dit hypothétique. Donc c'est une réflexion critique sur les valeurs déterminant ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Par exemple, la morale dit « il ne faut pas tuer » et l'éthique demande pourquoi il ne faut pas tuer. Elle essaie de trouver des justifications sous différentes formes concernant les jugements moraux. Alors il est très important de comprendre que l'éthique est du domaine des valeurs et non des faits. On a beaucoup parlé dans ce cours des faits, de l'objectivité. Avec l'éthique, on sort tout à fait du domaine des faits pour entrer dans celui des valeurs. Donc, les fondements de l'éthique ne sont pas nécessairement basés ou légitimés par une réalité scientifiquement vérifiable ou même basée sur la rationalité. Donc on peut distinguer ce qu'on appelle l'éthique normative, qui définit le bien, le mal, comment on doit agir, et l'éthique dite appliquée, donc celle qui est mise en pratique face à toute une série de principes moraux. Alors traditionnellement, on distingue trois grandes théories morales. Donc, ce qu'on appelle l'éthique des vertus, qui vise principalement une réalisation optimale de soi, l'éthique déontologique, du grec déontos, ce qu'il faut faire, donc c'est-à-dire une éthique qui vise à satisfaire des devoirs, des obligations envers Dieu, envers soi-même, envers autrui. Et enfin l'éthique dite conséquentialiste, où un acte est jugé en fonction de ses conséquences. Alors, de nouveau, si on se réfère à un sondage concernant l'acceptation de ces différents types d'éthique au sein des philosophes, il est clair que les deux principales éthiques sont l'éthique déontologique et l'éthique conséquentialiste. L'éthique des vertus est nettement moins suivie.
Alors, je vais présenter brièvement ces trois types d'éthique. Donc, l'éthique des vertus, elle a été proposée par Aristote, et elle vise principalement à la réalisation optimale de soi. Donc, elle peut se résumer au principe « sois vertueux et tes actions seront correctes ». Pour Aristote, 4 vertus sont cardinales: le courage, la générosité, la modération, l'esprit de justice. Alors, ce type d'éthique est évidemment très facile à critiquer. On peut poser la question, qu'est-ce qu'une vertu? Et surtout, il est assez difficile de prendre des décisions impactant les autres. C'est surtout une éthique de développement de soi. Alors, l'éthique déontologique, donc du grec déontos, ce qu'il faut faire, elle vise à satisfaire des devoirs envers Dieu, envers soi-même, envers autrui, et elle a été développée par Emmanuel Kant, donc philosophe des Lumières, dans Fondement de la métaphysique des mœurs, en 1785. Donc l'idée de Kant, c'est que la raison universelle doit justifier la morale et non la tradition ou la religion. Donc l'idée de Kant, c'est de fonder l'éthique sur la raison. Pourquoi? Parce que pour Kant, la raison est quelque chose qui est également partagé entre tous les humains, et donc elle offre une possibilité de créer une éthique qui serait acceptée par tous et qui serait le fondement de la société. Donc, le principe est agis de telle sorte que le principe de ton action puisse être érigé en loi universelle, fondée évidemment sur la raison. Alors, Kant considère que la croyance en Dieu et le libre arbitre sont des postulats de la raison pratique, c'est-à-dire que ce sont des exigences indispensables à une conduite morale en société, elle-même étant indispensable à la vie en société. Donc pour Kant, un acte doit se conformer aux obligations morales, peu importe les conséquences. Ça, c'est une énorme différence par rapport à la prochaine philosophie morale que je vais vous expliquer, qui est la philosophie conséquentialiste. Donc pour Kant, la valeur morale de l'action doit uniquement être jugée selon ses motivations et pas en fonction du contexte ou des conséquences de l'action. Cela parce que l'appréciation du contexte ou des conséquences est forcément subjectif. Le plaisir et la douleur, par exemple, n'ont, pour Kant, rien à voir avec la moralité, parce qu'ils sont subjectifs. Donc l'idée est vraiment, d'après Kant, de fonder cette morale sur la raison. Et donc, les valeurs morales sont déterminées sur une base rationnelle, et l'individu doit satisfaire à ses devoirs, sans prendre en considération les conséquences de ses actes en termes de plaisir ou de déplaisir. Alors, quelques principes généraux de la morale kantienne. Il faut respecter tous les humains car leur raison les rend dignes de respect. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours comme fin en soi et jamais simplement comme un moyen. Alors, la critique de ce type d'éthique, c'est évidemment l'absence de souci des conséquences des actes, qui peut dans certains cas être problématique. Alors, l'éthique conséquentialiste à présent, donc cette éthique a été principalement développée par Jérémy Bentham, qui estime que les êtres humains sont sous l'emprise de 2 maîtres souverains, la douleur et le plaisir. Donc pour Bentham, le mobile fondamental de nos comportements est de rechercher le plaisir et de fuir la douleur. Et donc pour Bentham, il faut promouvoir les actes utiles, c'est-à-dire les actes qui maximalisent le plaisir et minimisent la douleur. Donc on parle d'utilitarisme hédoniste. Et donc pour Bentham, c'est uniquement les conséquences des actes qui définissent leur valeur morale. Donc on sort tout à fait du principe kantien qu'il existerait des actes moraux ou immoraux indépendamment des conséquences. Alors les critiques de cette approche conséquentialiste, elles sont assez évidentes. Comment évaluer le plaisir et la douleur qui sont nécessairement variables entre individus? Bentham ne différencie pas les types de plaisir ou de douleur, pour lui tout se vaut. Alors une mesure peut avoir de multiples conséquences et donc une grande complexité, ce qui rend quasi impossible un calcul de maximalisation du bonheur, si elle touche par exemple un grand nombre d'individus.
Il n'y a pas également beaucoup de considération pour les minorités dans l'approche de Bentham. On va maximaliser le bonheur du plus grand nombre. Et évidemment, ça peut légitimer des choix très durs et discutables. Par exemple, des problèmes d'allocation de ressources dans le domaine médical. Donc une brève comparaison des trois éthiques. Par exemple, comment justifier le principe aider autrui lorsqu'il est dans le besoin en fonction du type d'éthique. Dans une éthique de la vertu, le fait d'aider cette personne serait charitable ou bienveillant, et donc c'est un acte qui rend meilleur. Développement de soi. Dans une éthique déontologique, on applique un devoir moral tel que fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fasse. Et dans une éthique conséquentialiste, les conséquences d'une telle action maximaliseraient le bien général. Donc on peut avoir des explications très différentes, des justifications très différentes d'un même principe en fonction du type d'éthique. Alors la manière dont nous effectuons des jugements moraux est devenue un sujet d'étude en soi. C'est un sujet d'étude de ce qu'on appelle la psychologie morale. Et une question très intéressante est notamment qu'est-ce qui nous amène à adopter une déontologie, une approche déontologique ou une approche utilitariste. Alors le questionnement même de la psychologie morale débute en fait sur une observation qui est assez perturbante. C'est le fait d'un accident sur un contremaître des chemins de fer au XIXe siècle, Phineas Gage. Donc cet individu subit un accident très grave, une barre en métal va traverser son crâne de part en part. Donc il va survivre, mais il va présenter un comportement très altéré, principalement au niveau de ses règles morales. Donc l'individu va adopter un comportement beaucoup plus dur, beaucoup plus amoral. Et donc c'est une des premières observations, il y en a eu beaucoup d'autres ensuite, qui a amené l'idée que le fonctionnement de notre cerveau pouvait impacter sur nos choix moraux. Donc actuellement, en philosophie expérimentale, on a toute une série d'études qui en fait montrent que le choix déontologique est généralement un choix qui est plus lié à un respect des émotions, alors que les choix de type utilitariste font plus appel au raisonnement et sont plus liés à une absence d'empathie ou d'émotion. Alors, je vais prendre juste un ou deux exemples ici de ce qu'on appelle des dilemmes moraux pour illustrer ça. Donc un dilemme moral très connu, c'est ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Il a été énoncé en 1967 par la philosophe Philippa Foot. Donc c'est un dilemme qui vise à mesurer la tendance au choix utilitariste ou déontologique. Donc imaginez un tram qui est sur une voie, avec une possibilité de manipuler l'aiguillage. Si on ne manipule pas l'aiguillage, le tram continue sa course sur une voie où 5 personnes se trouvent, donc le tram va tuer 5 personnes, mais une personne a la possibilité, en manipulant la voie, de faire opérer une bifurcation au tram et de l'amener sur une voie où il n'y a qu'une seule personne. Donc ici on a un choix moral. Soit on ne fait rien et on laisse 5 personnes mourir, soit on agit et on tue une personne, mais on en sauve 5. Donc du point de vue utilitariste, il faut obligatoirement choisir la voie qui est occupée par un seul homme, parce qu'on minimise la douleur. Pour le point de vue déontologique, on doit respecter le devoir de ne pas nuire, de ne pas tuer, et donc on n'est pas censé intervenir. Alors il existe une variante encore plus problématique de ce dilemme, c'est ce qu'on appelle la variante du pont, de la philosophe américaine Judith Jarvis Thomson, qui elle pose la question en fait de qu'en est-il si on doit faire ce choix mais de manière beaucoup plus active. Donc elle remplace
le fait relativement passif de simplement changer l'aiguillage par le fait d'entraver la marche du tram en précipitant d'un pont un obèse sur les rails du tram. Et donc, on a un choix qui devient en fait beaucoup plus actif. Le fait de sauver les 5 personnes implique d'activement tuer quelqu'un, et donc de faire vraiment très concrètement du mal à autrui. Donc, ça rend le choix beaucoup plus émotionnel. Et en fait, on observe que quand on rend ce choix beaucoup plus émotionnel, on a en fait beaucoup moins d'adhésion au choix de sauver les 5 personnes. Alors il y a toute une série de variables en fait qui peuvent affecter également ce type de choix dans les dilemmes du trolley. Par exemple, l'adhésion à la variante du pont va être influencée par la langue de l'énoncé. Donc si la langue de l'énoncé est dans votre langue maternelle, vous allez avoir tendance à plus voir les choses de manière émotionnelle, et donc à rejeter la variante du pont, que si l'énoncé est dans une langue étrangère. Parce que dans une langue étrangère, vous allez traduire rationnellement le message, il y aura moins d'appels émotionnels. Donc, ce que ce type d'étude montre, en tout cas, c'est qu'une bonne partie des choix moraux sont en fait affectés par toute une série de paramètres qui ne sont pas forcément des paramètres rationnels, qui sont souvent des paramètres émotionnels, mais qui peuvent être des paramètres affectant simplement la perception des émotions. Donc, je ne vais pas entrer ici dans tous les débats sur le sujet, mais je voulais juste souligner que c'est un sujet d'étude en soi, et surtout que c'est un sujet d'étude extrêmement complexe, et que l'idée, par exemple, de Kant d'avoir des choix moraux uniquement basés sur la raison, ou d'avoir des choix moraux comme le justifie Bentham, qui seraient basés sur des calculs, dans la réalité, on est souvent très éloigné de ça. On a souvent des choix moraux qui sont très fortement affectés par l'émotivité. Alors je voudrais encore illustrer la très grande diversité des points de vue sur l'éthique, en examinant brièvement 4 éthiques spécifiques. Donc ce qu'on appelle l'éthique démontrée suivant l'ordre géométrique de Spinoza, la morale des esclaves de Nietzsche, l'antispécisme de Singer et l'éthique de la discussion de Happel et Habermas. Donc commençons par l'éthique démontrée suivant l'ordre géométrique de Spinoza. Donc en 1677, Spinoza publie Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique, où il va tenter, en s'inspirant de la géométrie euclidienne, de fonder l'éthique sur des bases rationnelles et logiques. Donc c'est le même principe que Kant, mais de manière, je dirais, encore plus radicale. Donc Spinoza prône un matérialisme absolu, donc il rejette le dualisme matière-esprit, et en conséquence, pour Spinoza, nos pensées, nos choix sont strictement les conséquences de la loi de causalité, et donc ça implique un déterminisme absolu, qui est en rupture avec le libre arbitre de Descartes ou de Kant. Donc pour Spinoza, le libre arbitre, ça n'est rien d'autre que l'appétit humain agissant avec une conscience de ses propres actes. Donc Spinoza ne rejette pas totalement la notion de libre arbitre, donc il considère que si nos pensées et nos actes sont déterminés, nous pouvons cependant acquérir une certaine liberté en prenant conscience de nos déterminismes. Donc pour lui, la raison devient source de liberté parce qu'elle permet de prendre des causes de nos actes. Donc le bonheur pour lui découle de la compréhension de nos actes et de l'univers. Et donc pour Spinoza, la vertu morale réside dans la capacité à agir selon la raison, c'est-à-dire de manière conforme à la nature de l'homme en tant qu'être raisonnable. Et donc pour lui, on s'écarte de la vertu lorsqu'on se laisse dominer par les émotions, passions, et donc que l'on agit de manière irrationnelle, parce que les passions résultent d'une perception inadéquate de la vérité, de la réalité. Donc, pour Spinoza, les actes dictés par la raison sont vertueux, sont justes, et ceux dictés par les passions ne le sont pas.
Alors passons maintenant à la morale des esclaves de Nietzsche. Donc en 1887, Friedrich Nietzsche publie La généalogie de la morale, où il se donne pour objectif de montrer l'origine des valeurs de la morale occidentale de son époque. Donc Nietzsche lie les valeurs morales aux religions judéo-chrétiennes, c'est-à-dire pour lui à des systèmes de pensée dualistes qui opposent notre monde à un monde spirituel supérieur. Ce qui, pour Nietzsche, dénote un rejet de notre monde et même de la vie. Donc pour Nietzsche, seuls les faibles, c'est-à-dire ceux qui souffrent, ont intérêt à rejeter le monde et à adhérer à la morale judéo-chrétienne. Et donc Nietzsche va affirmer que les plus faibles se servent de la morale pour limiter la puissance du plus fort. Pour lui, la morale serait une manière de culpabiliser les forts pour les empêcher d'employer leur force. C'est son explication naturaliste de l'existence d'un bien et d'un mal. Et donc pour Nietzsche, la morale serait une entreprise de renversement des valeurs naturelles. La force deviendrait une faiblesse, la violence deviendrait condamnable, et les faiblesses seraient glorifiées. Par exemple, pour Nietzsche, la crucifixion de Jésus-Christ sera un éloge de la passivité, de la faiblesse et de l'impuissance. Et donc la morale des faibles s'opposerait à une volonté de puissance, à l'élan vital des forts. Car, je cite, la vie même est volonté de puissance. Donc pour Nietzsche, la morale serait hypocrite et mortifère par sa négation de l'essence même de la vie, qui est à la fois bien et mal. Donc Nietzsche rejette la morale et les valeurs judéo-chrétiennes parce qu'elle nie ce qu'il considère être les principes naturels. Mais il ne rejette pas une morale qui serait en phase avec la vraie nature humaine. Donc Nietzsche veut fonder une nouvelle morale, celle du surhumain, l'Übermensch, qui incarne la volonté de puissance. Donc le surhomme pour Nietzsche, c'est l'affirmation et le dépassement de soi. Il n'est pas soumis aux contraintes normatives, morale, bonheur, raison, vertu, justice, compassion, et il a la force d'accepter la vie, les conflits. Il est à la fois destructeur et créateur. Donc pour Nietzsche, l'éthique, c'est en fait un rejet de toutes les normes et la création d'une éthique personnelle qui incarne la volonté de puissance. Voyons à présent l'antispécisme de Peter Singer. Donc en 1975, Singer publie La libération animale, qui est aujourd'hui considérée comme une référence en matière de droit animal. Donc Singer, c'est un philosophe utilitariste. Et il va postuler que si les animaux partagent la même sensibilité que les humains, il n'y a aucune raison qu'ils ne jouissent pas d'une égale considération. Et donc pour Singer, le refus de considérer la souffrance animale, ça serait du spécisme, une attitude qui rapproche du racisme ou du sexisme. Et donc il fait de l'antispécisme une cause sociale qui s'inscrit dans le prolongement des luttes contre le racisme et contre le sexisme. Donc il fait vraiment une égalité entre les mouvements luttant contre le racisme au XIXe siècle, contre le sexisme au XXe, et le mouvement antispécisme au XXIe, luttant pour une égalité entre les espèces. Alors dans la perspective d'une éthique conséquentialiste, pour Singer, la vie humaine ne peut pas être sacrée. Et donc ce qui lui donne de la valeur, c'est d'une part la sensibilité, donc la capacité à éprouver du plaisir, et la conscience, le sens de son existence dans le temps. Et donc sur cette base-là, pour Singer, il est évident que la vie de tous les humains ne se vaut pas. Un nouveau-né, par exemple, est sensible, mais il n'a pas la conscience de soi d'un adulte. Donc, pour Singer, sa vie vaut moins que celle d'un adulte. Alors Singer a affiché une position éthique de rupture par rapport à pas mal de choix de société. Donc, juste quelques exemples. L'avortement, il est évidemment pour. L'infanticide, jusqu'à 1 mois, il est pour aussi. Si par exemple le nouveau-né présente des handicaps graves, parce que ça va impacter sa qualité de vie. Et il est également pour l'euthanasie des adultes, que cette euthanasie soit volontaire ou non. Donc, ce qui est quand même très radical. Et évidemment, cette euthanasie des adultes peut être légitimée par le fait que l'adulte est par exemple en grande souffrance. Donc, pour Singer, une vie dans la souffrance ne vaut pas la peine d'être vécue.
Donc en conséquence, un fœtus ou un enfant présentant des anomalies susceptibles de réduire sa qualité de vie, ça justifie une euthanasie. De même, un adulte en souffrance peut être euthanasié, qu'il soit volontaire ou non. Alors un dernier exemple d'éthique, l'éthique dite de la discussion. Donc c'est une éthique assez récente qui émerge en 1980-1990 et qui est principalement le fait de Karl Otto Appel et Jürgen Habermas de l'école de Francfort. Donc elle prend acte de la pluralité des manières de vivre dans les sociétés modernes et du fait qu'on ne peut se mettre d'accord a priori sur de grands principes. Et donc son but, c'est d'établir une méthode, une procédure pour permettre un débat rationnel sur une norme éthique de se dérouler de manière satisfaisante. Donc c'est un débat qui permet de justifier une norme éthique via la construction d'un consensus. Donc l'éthique de la discussion, c'est une forme de validation des normes éthiques par la délibération et la discussion. Elle ne dit pas ce qui est bon, mais elle dit les critères permettant de définir ce qui est bon à un moment donné avec ceux qui sont impliqués. Donc les auteurs vont définir toute une série de principes, par exemple principe D de discussion. Seuls peuvent prétendre à la validité les normes susceptibles de rencontrer l'adhésion de tous les intéressés en tant que participants d'une discussion pratique. Avant de penser que ce que je crois est une maxime universelle, je dois la soumettre aux autres. Donc c'est tout un ensemble de principes visant à favoriser une discussion rationnelle, respectueuse, entre toutes les personnes qui sont impliquées dans un choix éthique. Alors la critique de cette éthique, c'est évidemment qu'elle repose sur une vision très optimiste de la capacité à débattre de manière rationnelle, sans mensonge, manipulation des faits, pression et ainsi de suite. Donc en conclusion de ce bref chapitre, il faut retenir qu'il n'existe pas une éthique, mais de très nombreux systèmes éthiques différents. Je crois que je vous ai donné quelques exemples qui étaient très largement incompatibles entre eux. Et je pense aussi avoir montré qu'il est possible de trouver un système éthique pour justifier en fait quasiment n'importe quel acte. Alors, un des gros problèmes à l'heure actuelle dans le cadre d'une régulation éthique de la science, j'en ai déjà parlé mais je veux le rappeler ici, c'est que le développement de sociétés multiculturelles a entraîné une atomisation des normes éthiques. C'est-à-dire aujourd'hui, étant donné qu'on a des sociétés avec plusieurs religions et des gens qui n'adhèrent à aucune religion, on ne peut plus se référer aux normes morales des religions pour légitimer des choix éthiques. On ne peut pas non plus se reposer entièrement sur la rationalité, du fait qu'il existe toute une série de normes religieuses. Et donc, cette multiplication des valeurs morales et des normes éthiques a évidemment complexifié énormément l'approche appliquée de l'éthique.